Nous nous excusons auprès des téléspectateurs de cette interruption de programme impromptue. J'espère, alors je vous rappelle que j'en suis dans les grands réflexes des procédures civiles d'exécution. L'idée, c'est de vous dire que, vous vous souvenez, dans le Code civil, fondamentalement, l'objectif, c'était de satisfaire le créancier, c'est l'intérêt principal, sauf qu'à partir des années 30, on a considéré que sans doute cet objectif-là était moins satisfait. Songez par exemple à la critique de Ripert sur le droit de ne pas payer ses dettes. Je vous rassure, quand Ripert avait eu cette formule, c'était parce que le Front populaire, vous vous souvenez, avait dit le juge pourra donner des délais qui empruntent leurs mesures aux circonstances. Depuis lors, l'article 1244 a été réécrit. Les délais de droit commun, vous le savez, c'est au maximum 2 ans, de toute façon, pour les délais de paiement. Bon. Mais donc, il y a eu un mouvement qui a cherché à renforcer les droits du créancier. On le voit notamment dans la loi du 9 juillet 91, qui a été reprise et codifiée dans le Code des procédures civiles d'exécution, faire en sorte que le titre exécutoire soit revalorisé, enfin les titres exécutoires, parce que vous verrez que nous mettrons en ligne le sujet sur les titres exécutoires, on vous montrera qu'il n'y a pas un, mais des titres exécutoires, et on a fait en sorte que ces droits du créancier soient renforcés. Sauf que je répète, l'autre mouvement en sens inverse, c'est, oui, mais enfin, l'intérêt du débiteur qui avant était secondaire, prend quand même de l'ampleur, tout simplement parce qu'il y a une résistance des faits au droit, et que beaucoup de nos concitoyens impécunieux sont malades de leurs dettes. Il faut quand même trouver des solutions pour essayer de les décharger de ces dettes. Bon, c'est toute la logique du surendettement, d'accord, issue de la loi de 89, qui est une loi de gauche, parce que Véronique Neyert, c'était une députée PS de Seine-Saint-Denis, sauf que la droite criait au loup en 89, et c'est cette même droite qui a étendu le dispositif au-delà du raisonnable, parce que je vous rappelle que le rétablissement personnel, c'est la droite qui l'a fait. Ce qui prouve bien que l'État-providence en France, c'est compliqué. L'État-providence, c'est pas seulement la gauche, c'est aussi la droite, je vous rappelle. Et donc, avant de fustiger l'assistanat, il faut peut-être se poser la question de qui est à l'origine des dispositifs. Et je vous le dis, si vous avez à problématiser sur les procédures civiles d'exécution, que ce soit les droits du créancier face à un débiteur défaillant, les saisies ou bien le paiement, elle est là, l'attention, à chaque fois. C'est droit du créancier d'un côté, droit du débiteur de l'autre. Bon. C'est une manière de dire aussi, code civil et code des procédures civiles d'exécution d'un côté, code de la consommation de l'autre. Bon, même si, en réalité, moi, je présenterais les choses comme ça, je dirais. Le code civil, c'est plutôt sympa pour le créancier. Le code des procédures civiles d'exécution, c'est sympa pour le créancier, mais avec des dispositions qui préservent quand même les intérêts du débiteur. Et le code de la conso, alors là, c'est très très favorable au débiteur, si je devais caricaturer, en gros. Bon. Alors, ces remarques étant faites, je vais commencer par un premier sujet qui est absolument fondamental, dont vous avez besoin, tant au regard des procédures civiles d'exécution que du régime des obligations, c'est le sujet, le paiement. Et j'aimerais bien voir ensuite les droits du créancier face à un débiteur défaillant, quitte à ce que je vous donne aussi quelques réflexes sur le sujet, les saisies, qu'on pourra peut-être voir dans la foire au plan, par exemple. Bon. Alors, le paiement. Des éléments d'introduction tout d'abord. Il y a plein d'ouvertures possibles sur le sujet le paiement, mais une des ouvertures les plus simples pour quelqu'un qui n'est pas un grand spécialiste, c'est une ouverture sur le vocabulaire juridique. Vous voyez, quelqu'un qui ouvrirait sur le fait que le vocabulaire juridique est souvent distinct du vocabulaire courant, qu'il cherche à s'émanciper d'ailleurs du langage courant pour poser un autre monde, c'est particulièrement vrai lorsqu'on envisage le paiement. Parce que vous savez que payer dans le langage courant, c'est se libérer par une somme d'argent, alors que payer pour un juriste, c'est exécuter une obligation. Dit autrement, si vous voulez, le paiement a une acception plus large dans le vocabulaire juridique que dans le vocabulaire courant. Deuxième temps, vous définissez les mots du sujet, vous le mettez en perspective, au regard de l'histoire du droit comparé, de la doctrine. Le but, là, ici, de ce deuxième temps, ça va être de montrer que, dans l'ensemble, tout a été fait pour essayer d'assurer la satisfaction de l'intérêt principal du créancier. Donc, payer, je le répète, ça veut dire exécuter, et finalement, le paiement en somme d'argent n'est qu'une des modalités du paiement. Bon.
Et quand vous regardez les dispositions afférentes, je répète, au Code civil de 1804, dans le Code civil de 1804, quand vous voyez les dispositions qui concernent le paiement, vous voyez bien que ce qui est tangible, c'est la volonté de satisfaire l'intérêt du créancier. Exemple, il n'a pas accepté un paiement partiel. Vous pourriez rappeler aussi que il y a une différence, alors que quand même, pour ce qui est de cette satisfaction du créancier, si vous voulez un point de vue d'histoire du droit et du droit comparé, je vous rappelle quand même qu'on fait plus de prison pour dette quand même en France. Hein. Ça va ? La contrainte par corps a été abolie, sauf pour les dettes fiscales. Mais vous savez que ça reste très théorique. Les gens ne font pas de prison pour dette. Hein. Bon, et on ne peut plus supprimer non plus son débiteur comme on le faisait à Rome. On le regrette, mais c'est comme ça. Hein, on ne devient pas immédiatement propriétaire de son corps avec possibilité de le mettre à mort. Ça s'appelle le processus de civilisation. Pour ce qui est du droit comparé, vous pourriez rappeler la différence entre les dettes portables et les dettes quérables aussi. Ça fait partie du minimum syndical, ça. Vous voyez, c'est-à-dire en gros, est-ce que le paiement doit être apporté par le débiteur au domicile du créancier, dette portable, ou est-ce que c'est au créancier d'aller quérir le paiement au domicile du débiteur? Dette quérable. Alors en France, les dettes sont quérables ou portables? Ah, on fait bien d'insister là-dessus. Je répète, c'est une question importante, ça aussi, hein, on doit comparer. C'est quel système vous choisissez? Est-ce que vous choisissez un système où le paiement doit se faire au domicile du créancier, auquel cas la dette elle est portable, ou est-ce que il faut aller la chercher au domicile du débiteur, auquel cas elle est quérable? Alors, le système français, c'est quérable, hein. Les dettes sont quérables. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre, par exemple. Hein. Bon. Là aussi, on est dans des fondamentaux. Hein, des fondamentaux. Et dans votre deuxième temps de l'intro, vous pourriez rappeler quand même que, outre le Code civil, le paiement est assuré également, bien sûr, par le Code des procédures civiles d'exécution, qui a cherché à rendre plus lisible une grande loi comme la loi du 9 juillet 91, qui avait comme ambition, vous le savez, de renforcer ses droits du créancier, je le répète, de revaloriser le titre exécutoire, de permettre sa satisfaction dès lors qu'on y reviendra, la créance est liquide, exigible, etc. Bon, tout ça, vous retrouvez ça dans le polycopier. Donc ça, c'est, je pose mon regarde comme il y a un intérêt principal du créancier et que ce qu'on cherche coûte que coûte, c'est une concordance entre paiement et dette. Cependant, toutefois, néanmoins, notre droit doit aussi tenir compte des hypothèses de discordance entre le paiement et la dette. Et lorsqu'il tient compte de cette discordance, il est bien obligé de s'intéresser à un intérêt concurrent qui est l'intérêt du débiteur, qui avant était un intérêt subsidiaire et qui devient un intérêt de plus en plus prégnant. D'une part, vous savez que la discordance entre paiement et dette peut très bien s'observer dans l'hypothèse où il y a un paiement sans dette. Ça, c'est l'hypothèse très classique qui était envisagée dès 1804 de l'indu, qu'il soit objectif ou subjectif. Mais d'autre part, il peut y avoir aussi extinction de la dette sans paiement. Et cette extinction de la dette sans paiement intéresse non seulement des mécanismes très classiques et anciens, on le verra, comme la confusion, la prescription, mais aussi une hypothèse de justice sociale qui est le droit du surendettement. Et je peux vous assurer que Ripper, là, hein, sa tombe, hein, il y a de quoi se retourner dans sa tombe si il voit le dispositif contemporain du surendettement. Parce que c'est beaucoup plus que ce qu'avait fait le Front Populaire. J'espère que vous en avez conscience. Le Front Populaire s'est contenté de dire on pourra donner des délais de paiement qui emprunteront leurs mesures aux circonstances. Bon, c'était sympa, mais par rapport au rétablissement personnel, si vous voulez, c'est quand même, c'est rien. Bon. Juste une chose, vous avez conscience que le rétablissement personnel, ça c'est sur l'ensemble du territoire, à l'exception de l'Alsace. Hein. En Alsace, vous avez la faillite civile. Et la grande différence, c'est que la faillite civile, vous le savez, c'est inscrit au casier judiciaire.
Ah oui, quand vous êtes failli en Alsace, c'est inscrit à votre casier. Sur le reste du territoire, c'est rétablissement personnel, et vous savez que ça, c'est pas inscrit au casier, et même mieux, on peut plusieurs fois dans sa vie faire l'objet d'une procédure de rétablissement personnel. Hein. Ça a fait l'objet de grands débats, je pense notamment au Sénat. Hein. Le Sénat s'est beaucoup posé la question de savoir si, au nom de la justice sociale, on pouvait plusieurs fois dans sa vie bénéficier du dispositif de rétablissement personnel. La réponse, c'est oui. Alors que vous m'accorderez que si vous êtes plusieurs fois failli en Alsace, ça veut dire que vous êtes récidiviste. Non? Hein, c'est quand même, voilà, là aussi, je m'étonne. Bon. Et vous voyez bien qu'au fond, les droits du créancier face à un débiteur défaillant, c'est beaucoup aussi le choc entre justice contractuelle et commutative d'un côté, justice distributive et sociale de l'autre. Non? C'est ça aussi, si vous voulez faire le lien, je sais pas, avec vos connaissances en culture générale. Il ne s'agit pas de le mettre dans l'intro, mais juste de vous étonner. Est-ce qu'on veut une justice commutative, à chacun selon son dû, ou est-ce qu'on veut une justice redistributive, où parfois on va tenir compte du fait que pour les plus pauvres, il faut des mécanismes d'aménagement, quitte à alléger les dettes. On est d'accord d'ailleurs, si vous vous étonnez sur les mots, la justice redistributive de l'État-providence français n'a rien à voir avec la justice distributive au sens de Platon, non, ou même d'Aristote. Parce que quand Aristote dit qu'il faut que la justice soit distributive, ça veut dire à chacun selon ses mérites, d'accord, les plus intelligents, les plus beaux auront plus que les autres. Hein, la justice redistributive, c'est ni en fonction de la beauté ni de l'intelligence, c'est plutôt en fonction des besoins. Dit autrement, à mon avis, la redistribution contemporaine est aux antipodes de la justice distributive voulue à l'origine par Aristote. Vous connaissez la différence entre justice commutative et justice distributive, quand même, non? Si j'ai un gâteau et qu'on est 4, si je fais du commutatif, il y aura 4 parts. Si je fais un gâteau après un déménagement et qu'il y en a 2 qui ont bossé et 2 qui n'ont rien foutu, éventuellement, je vais faire 2 parts seulement. Non? Et ça sera distributif, et ça sera juste. Non? Bien. La part du gâteau. On comprend bien l'idée de la part du gâteau, non? C'est le même type d'un film, donc on comprend assez bien. Ce que je vous explique, c'est que la redistribution de la justice sociale, c'est sûrement pas à chacun selon ses mérites. C'est plutôt je vais t'aider parce que tu es en souffrance, etc. etc. Et je répète, moi, dans l'ensemble, j'approuve ce dispositif. Peut-être qu'il y a eu des outrances parfois, mais c'est un dispositif qui est fondé, là encore, sur la dignité, sur le patrimoine de dignité, sur cette idée que certains sont malades de leurs dettes. Bon. Comment est-ce que la droite a réussi à faire passer son dispositif alors qu'elle avait dit que c'était horrible en 89? Elle a inventé, vous savez, la fameuse notion des accidents de la vie. Ça vous dit quelque chose? Dit autrement, les mauvais pauvres, c'est ceux qui pratiquent le surendettement actif. Les bons pauvres, c'est ceux qui sont victimes du surendettement passif. C'est en gros, ils n'y pouvaient rien, il y a eu des accidents de la vie, licenciements, décès, divorces, etc. C'est grâce à cette expression-là, accident de la vie, que tout le monde utilise maintenant, c'est élément de langage, qu'on a réussi à faire passer cette idée d'une justice justement redistributive et plus sociale. Alors, quand vous aurez posé ça, vous pourrez, dans le 4e temps, dire, voilà, s'agissant du paiement, toute la tension est là, c'est un grand principe qui est celui de la prise en considération de l'intérêt principal du créancier pour rechercher une concordance du paiement et de la dette. Ça sera mon grand 1. Mais il faut tenir compte aussi des hypothèses où l'intérêt secondaire du débiteur devra être pris en considération, tout simplement parce qu'il y a discordance du paiement et de la dette. Ça va? Concordance du paiement et de la dette, discordance du paiement et de la dette, intérêt principal du créancier, intérêt secondaire du débiteur. Juste une chose, vous pouvez ciseler vos titres comme vous le souhaitez. Quelqu'un qui ferait grand 1, le paiement saisit principalement dans l'intérêt du créancier. Grand 2, le paiement saisit dans l'intérêt secondaire du débiteur. Ça va très bien, ça. Ou alors on fait grand 1, la concordance du paiement et de la dette. Grand 2, la discordance du paiement et de la dette. Ce qu'on n'a pas mis en titre, on le met dans son chapeau. Comme ça, on est parfaitement explicite. Vous voyez? Si vous choisissez de dire la concordance du paiement et de la dette, grand 1, vous dites, voilà, nous verrons que le fil conducteur ici, tout le fil rouge de ce 1, c'est que, en principe, ce qu'on doit rechercher, c'est la satisfaction de l'intérêt du créancier. D'accord? Bon. Le chemin que nous suivrons, je vous le donne, vous notez pas, parce que vous avez eu une interruption de programme, déjà ça a été suffisamment violent. Verrouiller les fondamentaux en A, ça sera la nature du paiement. Non? Enfin, il faut partir de là. Tu me dis paiement, mais bon, c'est quoi un paiement?
Et là, vous savez, on va avoir à traiter le point de savoir si le paiement est un acte ou un fait. Et donc ensuite, la question de la preuve du paiement aussi. Bon. Nous verrons ensuite les modalités du paiement, grand B. Est-ce que c'est un paiement qui est fait par le débiteur lui-même, petit 1, ou est-ce que c'est un paiement qui est fait par un tiers, petit 2? Ce qui nous obligera à envisager la question de la subrogation, bien sûr. Une question quand même centrale. Subrogation, c'est régime des obligues, c'est pas du tout au cœur de votre programme, je suis d'accord. Mais comment faire du droit civil convenablement sans maîtriser un peu la subrogation? On en a eu besoin même quand on a parlé de la réparation du préjudice, vous vous souvenez? Bon. Et ensuite, quand on sera dans le grand 2 et que nous verrons la discordance du paiement et de la dette, c'est-à-dire le paiement saisi cette fois-ci dans un intérêt secondaire qui est celui du débiteur, on fera le paiement sans dette de A, et toute la question de l'indu, et l'extinction de la dette sans paiement de B, où là je verrai à la fois les règles de droit commun, confusion, prescription, etc., et compensation aussi bien sûr, et les règles du droit spécial du surendettement. Dit autrement, vous inquiétez pas, le droit spécial du surendettement, ça sera le petit 2, du B, du 2, soit 1/8 du devoir, soit seulement 3 tirets. C'est quand même possible d'avoir suffisamment de connaissances sur le surendettement pour en faire au moins 10 lignes, je pense. Vous voyez? Donc c'est ça l'objectif. Le plan, là, tel que je l'ai ciselé, j'ai utilisé le surendettement pour mettre du tabasco dans ma problématique, mais je ne vais pas faire une moitié de devoir ou même un quart de devoir sur le surendettement. Je pars du principe que votre niveau de connaissance fait que vous pouvez en faire 1/8. Et quand vous construisez votre plan, faites ça aussi. À chaque fois, hein, dites-vous, mais attends, est-ce que j'ai assez de matos pour tenir tant de lignes? Il faut... Enfin, un bon plan, c'est non seulement un plan clair et contrasté, et ça, je pense que celui-ci, au moins, il est contrasté. Hein. On ne se dit pas, ça, je peux le mettre là, je peux le mettre là. Non, ça, c'est mathématique. Hein. Mais surtout, c'est un plan qui est confortable à la rédaction, qui vous met en valeur. Hein. Ça me paraît essentiel. Est-ce qu'il y a des questions sur cela? Non? Bon. On se revoit demain, c'est ça? À quelle heure? L'après-midi? Vous vous souvenez de l'heure ou pas? Alors, j'espère qu'il n'y aura pas d'interruption de programme. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ça commencera bien à 14 heures, mais c'est fort probable que ça ne se termine pas à 17 heures. D'accord? Pour une bonne raison, c'est que mon objectif, c'est terminer ce plan sur le paiement. Vous donner un plan sur les droits du créancier face à un débiteur défaillant. Là, l'intérêt, c'est pas ciselé pareil, donc tu changes tes titres pour vous apprendre à... Parce que si on fait une prépa et qu'on ressort toujours le même plan, même quand c'est pas le même intitulé, c'est quand même un peu gênant. Voilà, donc on va faire ce travail d'adaptation. Et ensuite, on pourra se lancer dans une foire au plan, où là, l'intérêt, je vous le répète, hein, c'est de reparcourir tout le programme, en fonction de ce qui peut vous inquiéter, hein, et de voir quels sont vos réflexes. Si vous ne me proposez pas des sujets, moi je vous en proposerai, puis on verra ce que ça donne. D'accord, hein. Mais ce qu'il faut, c'est aiguiser. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que vous interveniez en me donnant des exemples de titres que vous auriez faits. Pas seulement des grandes idées en vrac, vous voyez, parce que vous savez que la difficulté, c'est aussi de ciseler les titres de façon simple, concise. D'accord? Je vous souhaite une merveilleuse journée. Travaillez bien. Vous continuez avec quoi, là? 3 publics, de 11h30 à 13h30, c'est ça? Bien. Et cet après-midi? Culture générale. Voilà un bon programme. Ben, écoutez, bon travail, donc, et à demain 14h, et disons plutôt 14-18, hein, bon, mémoriel, ou même peut-être 14-19, je ne sais pas encore. D'accord? On verra. C'est selon notre envie de droit civil. Voilà. Bon après-midi. Au revoir.